Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. La France dans tous ses états, Christophe Querero, dans quel état ont-ils mis l'école de la République? Vous écrivez cet ouvrage intitulé « L'école n'a pas dit son dernier mot », un coup de gueule d'un recteur qui refuse de baisser les bras. C'est un document, j'allais dire, non seulement pédagogique, mais qui dresse un tableau précis, non seulement de l'actualité, mais j'allais dire de toutes les arcanes qui expliquent les fonctionnements et les dysfonctionnements de l'éducation nationale, de l'école de la République. Vous êtes passé par tous les stades, vous avez eu toutes les expériences, depuis le proviseur jusqu'au recteur, en passant par les cabinets ministériels, Luc Châtel, vous avez été directeur de cabinet de Jean-Michel Blanquer, donc il n'y a pas observateur plus compétent que vous et plus indiqué. Je ne suppose que vous n'êtes pas le seul non plus, mais vous avez décrypté formidablement ce qui a fait que peut-être la plus glorieuse et prestigieuse institution de la République était l'école. En tout cas, celle à laquelle, et ça c'est incontestable, la France a dû sa grandeur, sa gloire, sa puissance, est aujourd'hui, comme d'autres trésors, comme la santé, comme les transports, aujourd'hui malade. Sauf que quand l'école est malade, c'est l'avenir du pays qui est en cause. Alors, on a tendance à dire que l'école va très mal. Les rapports, les études PISA nous signalent chaque année qu'on est en dégringolade. Et pourtant, vous osez dire, l'école n'a pas dit son dernier mot. Je voudrais bien savoir où est-ce que vous avez trouvé une source d'espoir. On va le décrypter ensuite parce qu'il y en a, vous les avez. Mais là, je vous provoque de près. Où est-ce que vous avez trouvé une source d'espoir pour dire que l'école n'a pas dit son dernier mot? Bonjour Périgolégas et merci beaucoup de votre invitation, j'y suis très sensible. Bon, vous savez, quand on occupe des fonctions comme celle de recteur, on est très occupé, et puis du jour au lendemain, puisque j'ai choisi de démissionner, on l'est beaucoup moins. Ça a le mérite de prendre un peu de recul. Et en fait, j'en avais assez d'entendre toujours des critiques destructives de l'école de la République. Il est vrai qu'il y a un certain nombre de mots, on y reviendra sans doute, que tout ne va pas bien, c'est loin qu'on peut se dire, mais il y a aussi un très grand nombre de ressorts. Le premier d'entre eux, c'est quand même le million, un peu plus d'un million de fonctionnaires, dont 95% sont masterisés, sont des intellectuels, des professions intellectuelles. Le fameux mammouth. Alors, je ne sais pas si c'est un mammouth, mais c'est tout de même voilà. pour avoir échangé avec un certain nombre de grands présidents d'entreprises. Mais comment vous faites votre compte avec autant de gens diplômés pour avoir des résultats que vous avez? Bon, je pense que c'est vrai. Nous avons beaucoup de compétences. Ça, c'est un facteur d'espoir. Ça reste une grande puissance financière aussi, il y a encore beaucoup de marge. Et donc j'avais envie, non pas d'écrire un livre contre, mais un livre pour défendre l'école de la République et voir à quelles conditions on pouvait renouer avec le pacte séculaire entre l'école et la nation. Vous faites quand même l'inventaire des défauts et des failles. Vous d'ailleurs, vous les signalez, vous les décryptez. Vous dites, notre pays est en crise profonde, crise sociale, crise identitaire, crise institutionnelle. Son école n'en est pas protégée parce qu'elle joue plus que n'importe quel autre pays le rôle de creuset et de ciment de la République. Les fractures de la nation sont les siennes, multiples et profondes. L'école n'est jamais que le miroir de la société. Et donc, quand la société va mal, c'est normal, d'une certaine façon, que l'école aille mal également. Oui, enfin, je crois que je ne suis pas le seul à poser le diagnostic sur la question scolaire. L'OCDE le fait mieux que personne avec la documentation qui est la sienne. Et puis, on parle de polycrise. Alors, mon hypothèse, si vous voulez, c'est que nous vivons la fin des modèles. Nous vivons la fin des modèles. Vous parliez de la santé, vous parliez des transports, on peut parler de l'école également. Et depuis 30-40 ans, on ne fait qu'y répondre en posant des rustines sur les mots, et maintenant des pansements sur les rustines, et tout cela craque de partout. Parce que ce qu'il faut, c'est accepter que nous sommes dans un moment historique, comme il y en a en 1945, en 1958, et où il faut reposer les bases du modèle, parce que ce qui est vrai, c'est que la reproduction sociale aujourd'hui, elle n'a jamais été de cette nature, et que les inégalités scolaires, elles sont partout.
Pour autant, je me souviens de mon instituteur, Jean Sarrazin, j'étais dans une école privée, c'était un instituteur profondément laïque. J'affirme que je lui dois ce que je suis, et que tous les jours encore aujourd'hui, je m'inspire de son enseignement, de son instruction plus que de son éducation, pour savoir comment faire face et comment gérer certaines situations, plus le plomb qu'il m'a mis dans la tête justement, et tout ce que j'ai gardé des enseignements qu'il a transmis. Je me lamente de ne pas trouver, ça va être le thème de notre échange, je me lamente aujourd'hui, j'ai des enfants, de ne pas trouver cette même perspicacité, cette même humanité, cette même compétence. On va rentrer dans le vif de votre ouvrage. On va pas pouvoir tout décrypter, hein. Il faudrait une journée entière, voire une semaine entière pour faire le point complet sur ce que votre constat et ensuite les solutions que vous suggérez. Une question, depuis quelques années, le débat sur l'école s'est concentré sur la ségrégation scolaire. Là, et pour vous, c'est vraiment un élément majeur. Vous le décryptez, vous le pointez, vous êtes sans tendresse avec les gens qui en sont responsables. Et donc cette ségrégation scolaire, la fuite dans le privé, qui signifie la fuite dans le privé des écoles, des élèves favorisés. Est-ce bien ainsi qu'il faut poser et prendre le problème par la ségrégation scolaire? Alors je l'ai pris ainsi d'abord quand j'étais recteur de Paris, parce que Paris, c'est la caricature, enfin en tout cas quand je suis arrivé, c'était la caricature de la ségrégation. Sorbonne, le site est important. Magnifique. Sorbonne qui a été rebâtie par Jules Ferry en voulant montrer précisément son intention visité de par tous les chefs d'État. On dit le Louvre, on dit Notre-Dame. Oui, j'en ai reçu un certain nombre. Voilà, c'est un musée, quoi. C'est un musée de l'école. Absolument. Musée du savoir. Oui. Enfin, c'est le savoir encore aujourd'hui en action, et c'est quelque chose de très puissant, même géographiquement implanté comme elle l'est. Mais aujourd'hui, je crains que il y ait un déficit d'égalité républicaine qui soit très puissant, et je l'ai constaté à Paris. Il y avait à mon arrivée des lycées de niveau, des collèges de niveau. Alors, le problème de tout cela, c'est que, en fait, c'est contraire à l'idée même de république. La République, c'est le brassage, par définition, des personnes entre eux. C'est le principe. Et, retenir chacun selon son mérite, et en se disant que chacun a un mérite, chacun a un talent, et qu'on doit le déceler, et que c'est le dessein de l'école. Vous faites allusion à la mixité sociale. Mixité sociale, mixité scolaire. Je crois que nous avons, de ce point de vue, beaucoup à apprendre d'autres pays qui savent mélanger les publics, aussi bien socialement que scolairement. Alors, on parlait de la Sorbonne, il y a aussi un mal historique, c'est la hiérarchie des savoirs en France. La hiérarchie tout court. Vous savez, les Québécois nous appellent le pays du mépris. Ça, je pense que moi, je l'ai ressenti. En toi, c'est du dessous. Je suis rentré par effraction dans les élites de notre pays. L'anecdote est délicieuse d'ailleurs. Mais ça, c'est quelque chose de terrible. Et ça tient à des hiérarchies qui reviennent au Moyen-Âge. La hiérarchie entre les arts libéraux et les arts mécaniques, entre l'âme et le corps. Enfin, tout cela, c'est très puissant, ce qui fait que vous regardez toujours celui du dessous avec mépris, avec condescendance. Alors, c'est l'université qui regarde le lycée, ou les professeurs de lycée avec ce regard un peu dédaigneux. C'est le professeur de lycée qui dit, professeur de collège, il n'a pas fait son travail tout à fait bien. Et puis le professeur du collège, pareil pour le professeur des écoles élémentaires, et pareil pour l'école maternelle. Et tout est ainsi, si vous voulez, les grandes écoles, les universités, tout le monde se regarde comme cela, et cette espèce de mépris universel est le mal profond d'une société démocratique. Alors justement, que De Gaulle avait compris, lui. On est bien d'accord. Et d'ailleurs, ça a été pour lui, et les ministres de l'Éducation du général de Gaulle étaient très pointus sur cet enjeu-là. Justement, dans les établissements difficiles, ce ne sont pas les bourgeois, mais les classes moyennes qui fuient vers le privé, ce qui est curieux. Cela ne prouve-t-il pas que le problème vient largement de l'école et de ses difficultés à promettre la réussite à ceux qui veulent travailler? Est-ce que c'est pas là que le bas blesse? La question, c'est la question du contrat entre les parents, les parents et l'école, et donc entre les citoyens et leur école. Et c'est celui-là qui n'est plus clair. Je pense que l'école, bien entendu, elle doit assurer à tous la sécurité, un climat scolaire serein, et elle doit assurer la même qualité d'enseignement. De ce point de vue-là, on a tout de même des professeurs de grande qualité, notamment dans le public. Et donc, pourquoi on fuit ? Je pense qu'il y a une question de réputation, de la fameuse fama, contre laquelle il faut lutter. Et nous, à Paris, on a réussi à changer
l'étiquette, la réputation des établissements. Ça tient finalement à peu de choses. C'est ça aussi qui me donne de l'espoir. Je cite souvent le lycée Voltaire, mais il y en a d'autres, le lycée Bergson, qui sont devenus beaucoup plus attractifs parce que bien on a mis un peu de mixité, mais aussi un peu de moyens, un peu de formation, et tout cela a permis quand même de sortir de l'ornière des lycées qui n'avaient aucune raison d'être des lycées considérés comme de seconde zone par les Parisiens. Il y a eu des ministres qui ont été peut-être plus conscients de cet enjeu et qui ont courageusement agi en ce sens. Vous savez que c'est très compliqué aujourd'hui d'être un politique, hein. Oui. Donc je ne leur jetterai pas la pierre. C'est vrai que moi j'avais beaucoup échangé avec Pape Ndiaye, c'était pas forcément intuitif de prime abord, mais je concevais, enfin c'est un intellectuel, on avait pu échanger, il avait des intuitions intéressantes, j'avais trouvé. On va rester ensemble, on va parler, je dis à nos auditeurs de ne pas nous quitter, on va parler PISA et puis le bazar dans les salles de classe avec Christophe Querero, auteur de L'école n'a pas dit son dernier mot, chez Robert Laffont. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Et dans quel état ont-ils mis l'école? Nous sommes avec Christophe Querero qui écrit L'école n'a pas dit son dernier mot, et effectivement il nous le confirme, un coup de gueule. Christophe Querero, dans les enquêtes PISA, la France est dernière en matière de discipline dans les classes. Pour le dire simplement, c'est le bazar en classe et les professeurs ne sont pas respectés. Pourquoi cette autorité du professeur s'est-elle autant amenuisée, s'est-elle autant affaiblie? C'est vrai qu'un élève sur deux se plaint de chahut en cours, et sans compter les élèves qui se plaignent. Absolument. Et 10% qui sont harcelés, parce que la violence, elle est aussi dans les rapports entre les élèves eux-mêmes. Ceux qui travaillent bien notamment, malheur au premier, ils se font souvent montrer des doigts. Il suffit d'un aspect physique. C'est quand même un coup. Moi, chez moi, on le respectait, on le vénérait le premier. Un habit différent. Ça dit beaucoup de notre société, là encore. Alors, je crois, on parlait de fin de modèle, je pense qu'aujourd'hui, un professeur ne peut pas être tout seul face à sa classe comme autrefois. Il peut encore, dans un certain nombre de lycées extrêmement protégés, où les parents sont très présents, où il y a et encore là, il y a des difficultés, souvent des tentatives de suicide chez les élèves qui sont aussi inquiétantes. Non, le paradigme doit être complètement modifié, et je crois que les professeurs sont en souffrance précisément parce qu'ils sont dans une très grande solitude. Et donc c'est ça, à mon avis, le nœud le plus compliqué à faire sauter, parce que c'est très ancré dans la psyché du professeur, ce rapport au savoir. Il est au service du savoir, ce qui est très noble, mais aujourd'hui, il ne peut plus faire que ça. D'abord parce qu'il y a toutes sortes de médias qui vous donnent la connaissance en direct, et aussi parce que les élèves sont différents, approchent la culture différemment. Je pense qu'ils sont sensibles à la culture. J'étais encore dans une bibliothèque pour une signature l'autre fois. Les petits-enfants venaient, quel que soit leur niveau, étaient attirés par les livres. Moi, j'ai connu une époque où l'enseignant faisait corps avec sa classe, pas toujours, mais quelquefois. Et aujourd'hui, c'est vrai. Et donc, on peut dire même que on sait bien qu'il y a une polémique. Non, nous ne sommes pas des éducateurs, nous sommes des instructeurs. Et lorsque le ministère a été rebaptisé ministère de l'Éducation nationale, par imitation de ce que Mussolini avait décidé en Italie, en remplacement de l'instruction publique, qui était la bonne formule, malgré tout, le prof, l'enseignant, il éduquait et il instruisait en même temps. Un professeur, selon moi, je l'ai été de nombreuses années, c'est quelqu'un qui sait raconter des histoires. Ah oui. Et le mal le plus profond de notre école, c'est que il y a une technicisation qui a fait perdre beaucoup de la puissance, la confiance en eux des professeurs de ce point de vue. Et que, en face, vous avez un public qui a lui aussi évolué, ce qui fait qu'il faut changer à la fois la formation des maîtres dans leur rapport aux classes, et qu'il faut il faut réinventer ce qu'on appelait le face-à-face pédagogique. Ça ne marche plus
tel qu'on le voit aujourd'hui, et c'est partout. Il faut du tutorat, et puis il faut aussi diversifier les savoirs eux-mêmes. Je pense qu'on est encore beaucoup trop attaché en France au seul savoir académique. Alors, loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas de français, d'histoire, de littérature, de mathématiques. Mais ça ne peut pas être la seule chose. Il faut révéler tous les talents. Et pour cela, il faut que très tôt, les enfants sont confrontés à d'autres types de savoirs. Des savoirs plus concrets. Pourquoi pas de la couture, de la cuisine, du travail du bois, du travail du fer, comme c'est le cas dans les pays scandinaves. Donc tout cela, si vous voulez, c'est une réinvention complète. Moi, j'étais au Japon, j'étais très frappé de voir que on formait ensemble les futurs ingénieurs, les futurs techniciens, les futurs ouvriers. Et l'un devait connaître la compétence de l'autre. Le technicien aidait d'ailleurs le futur ouvrier, et l'ingénieur devait aider les deux autres. Ainsi, ils savaient de quoi ils parlaient, et puis ils étaient en contact, pas seulement avec des savoirs théoriques, mais aussi avec des savoirs beaucoup plus concrets. Je pense que ça enrichit plutôt que ça n'affaiblit. Alors curieusement, on a l'impression que rien ne bouge, que l'école s'enfonce petit à petit, que les logiques sont les mêmes, les nominations des plus jeunes dans les banlieues difficiles, le fait que la France dépense plus que la moyenne de l'OCDE pour ses lycéens, parce qu'il y a pléthore d'options, mais qu'elle dépense beaucoup moins, paradoxalement, pour ses élèves de primaire, alors que c'est là que tout se joue. C'est le mal fondamental. Comment mettre un coup de pied dans la fourmilière, tenter des choses, imaginer des établissements autonomes où les équipes enseignantes se dynamisent et sont plus libres? Est-ce que c'est une option? Bien sûr. Alors je relisais là pour une autre conférence circulaire Rocard de 89 qui disait... Je rappelle qu'il avait dit: nous nous en sortirons quand le Premier ministre sera ministre de l'Éducation nationale en même temps, parce que l'enjeu est majeur. En 91, il dit ça au moment de partir. Et il dit aussi pas d'autonomie sans responsabilité, pas de responsabilité sans évaluation, pas d'évaluation sans conséquence. Donc tout cela, il faut l'avoir en tête si on veut véritablement modifier les choses dans un pays très jacobin, très centralisé comme le nôtre, qui a de ses bons côtés, mais qui doit évoluer aussi. Donc bien sûr, donner du pouvoir, j'aimais beaucoup la formule de Jean-Michel Blanquer, mon pouvoir c'est de vous donner du pouvoir. Voilà. Ah ça c'est très important, il faut donner du pouvoir à tous les acteurs. C'est essentiel, ne pas confisquer le pouvoir, mais au contraire le faire ruisseler, et c'est ainsi qu'il devient de plus en plus puissant et qu'il permet de transformer les choses. Donc il faut bien entendu redonner confiance aux acteurs. Alors pourquoi pas des expérimentations en attendant le grand soir de l'école. Moi j'avais essayé de faire quelque chose avec des établissements, des écoles maternelles, et ça avait donné des résultats, notamment une petite anecdote. Vous voyez, on se plaignait beaucoup du bruit des enfants lors du réfectoire. On a complètement, les équipes ont réinventé les choses avec les équipes de la ville, et les dames de service sont devenues non pas des dames qui servaient les enfants, mais des éducatrices qui montraient aux enfants comment se servir et servir les autres. On travaille ainsi la motricité fine, et on avait réduit de 40% le niveau sonore. C'est des choses toutes bêtes, toutes simples, mais qui permettent aussi de dépasser ces fameuses hiérarchies de mépris dont la France a le secret, qui permet de remettre chacun à égalité, à égale dignité d'éducation, parce que malgré tout ce que l'on veut, c'est d'éducation au sens fort dont il s'agit, si on veut une société apaisée, civilisée. Pour autant, Christophe Quérero, la crise des vocations atteint des proportions terrifiantes. La crise des vocations, est seulement parce que les enseignants sont encore tragiquement sous-payés, ou n'est-ce pas aussi une question de sens du métier, du respect de la société vis-à-vis de l'école? Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier justement à cette crise des vocations? D'abord, la première chose, c'est qu'on ne se donne pas les moyens en termes de formation, ni pour la formation initiale, ni pour la formation continue. La force de cette école que tous les Français regrettent, qui était l'école du peuple de Jules Ferry, qui n'a jamais touché les classes bourgeoises, qui elles avaient leur lycée payant jusqu'en 1932, justement, date de la création du ministère de l'Éducation nationale. L'école, la force de l'école de Ferdinand Buisson, c'était des méthodes concrètes.
la règle de 3, les problèmes, la méthode syllabique, les automatismes. Cela, on l'a perdu peu à peu, avec l'abandon des écoles normales, mais plus profondément avec cette espèce de fascination pour l'université, ce structuralisme qui a ruisselé sur l'école et qui a fait perdre le bon sens de l'instituteur, la leçon de choses, l'affaire concrète. Et c'est comme ça qu'on a perdu les enfants du peuple. Et je crois que fondamentalement, il faut revenir à des méthodes qui fonctionnent. Alors je ne dis pas qu'il faut revenir à la méthode du 19e siècle. Non, je pense on est capable de créer une école du 21e siècle, assise sur les sciences cognitives. Tradition et modernité, ça devrait être notre credo d'une certaine façon. C'était aussi l'enseignement des valeurs. On transmettait aussi, c'était l'école de la République, y compris pour les valeurs républicaines. Oui. Mohamed Merah, les frères Kouachi, Amédi Koulibaly et les autres avaient passé 12 ou 13 ans sur les bancs de l'école de la République. Peut-on imaginer un pire échec, comment l'école de la République n'a pas empêché que ses enfants deviennent ce qu'ils sont devenus? Bien sûr, on doit faire d'ailleurs notre mea culpa, enfin nous qui avons occupé des fonctions importantes dans cette maison depuis des décennies. Ça nous a beaucoup interrogé, ces questions. Une raison plus précise qu'une autre peut-être, ou une faille plus précise qu'une autre? Je pense qu'on a collectivement abandonné un certain nombre de valeurs autour de l'exemplarité. Vous savez comme moi, comme il est difficile de dire non aujourd'hui à un enfant, de lui retirer sa tablette le soir, quel que soit le milieu social. Et là encore, c'est peut-être parce que cet individualisme de la société occidentale fait qu'on est un peu démuni face à des petits-enfants qui sont un peu des petits rois, alors qu'il faudrait être plus collectif, comme nous l'a enseigné Hannah Arendt, sur qu'est-ce que c'est que l'éducation? C'est quand tous les adultes s'occupent des enfants. Et c'est vers ça qu'il faut retendre, je crois, dans un grand contrat renégocié entre le peuple français et son école. On est avec Christophe Querreiro, parce qu'on va parler de Jean-Michel Blanquer. Vous restez avec nous parce que justement, on va voir comment Christophe Querreiro, auprès de deux ministres, Xavier Darcos et Jean-Michel Blanquer, a peut-être réussi à faire un peu bouger les choses, bouger les lignes, et pourquoi malgré tout, ça s'est fini de façon plus douloureuse pour vous, mais voilà, on va garder le suspense pour le prochain épisode. À tout de suite. Perico Légas, Maud Koffler. Nous sommes avec Christophe Querreiro, auteur de L'école n'a pas dit son dernier mot chez Robert Laffont. Christophe Querreiro, vous dites à être sans cesse gouverné par la crainte, ici de perdre le caractère national de l'examen, nous créons des usines à gaz qui complexifient le quotidien des établissements. Pour un enjeu dérisoire, la quasi-totalité des élèves qui passent le baccalauréat général l'obtiennent en 1, sinon en 2 ans. Ça, c'est un signe de faiblesse ou non? Bien sûr, on peut se demander légitimement à quoi sert encore le baccalauréat. Et de façon générale, cette course en avant au diplôme qui ne satisfait personne. Moi, je propose de façon assez logique, désormais, nous avons essayé avec Jean-Michel Blanquer de redonner du poids au baccalauréat, notamment avec les enseignements de spécialité qui comptaient pour Parcoursup. Aujourd'hui, un élève de terminale, il sait où il va aller avant de passer le baccalauréat, qui n'est qu'une formalité. On sait déjà où il va aller. Oui, donc à quoi bon continuer de passer ce baccalauréat qui mobilise plusieurs semaines pendant lesquelles il n'y a pas cours? Je pense qu'on peut réfléchir à une certification qui serait beaucoup plus économe en moyens et qui permettrait aux élèves d'aller plus longtemps en cours. C'est la seule véritable façon de reconquérir le mois de juin. Et puis, c'est pas vraiment d'une grande utilité, puisque aujourd'hui il y a une plateforme et il y a des choix qui sont opérés bien en amont. Vous expliquez pourtant que l'essentiel se joue au moment de l'école primaire. C'est à la genèse du processus. Vous dites que Xavier Darcos avait instauré des nouveaux programmes dans le primaire. Simple et clair. Et finalement torpillé par les syndicats. On va en parler à l'arrivée de Vincent Payon à l'Éducation nationale. En 2012, ça a été un gâchis, ça, de torpiller les avancées que Xavier Darcos avait obtenues sur le primaire. De façon générale, le politique s'intéresse peu à l'école et en particulier à l'école primaire.
Vous étiez conseiller sous Darcos, vous n'êtes pas... J'étais conseiller sous Luc Châtel. Sous Luc Châtel, voilà. Mais j'étais inspecteur d'académie adjoint sous Xavier Darcos, qui est un très fin connaisseur de la maison, s'il en est. On a eu de grands espoirs quand il est arrivé. Et les programmes étaient aussi source d'espoir. Il y a eu une résistance, mais je crois qu'on recentrait les choses sur l'essentiel, sur les savoirs fondamentaux. Et depuis lors, malgré tout, on est resté quand même sur cette ligne. Je pense que c'est bien. Et depuis cette époque, malgré tout, tout le monde a pris conscience qu'il faut remettre des moyens sur le premier degré. Tout le monde dit que c'est la mère des batailles, même si on dépense encore 10% de moins que nos voisins. On a quand même réduit un peu. Il y a 2 élèves en moyenne par classe en moins depuis une petite dizaine d'années de mémoire. Donc ça va dans le bon sens. Il faut aller encore plus loin. Et moi, je le dis très nettement, ça doit se faire aux dépens du lycée qui, lui, pour lequel on dépense 30% de plus que nos voisins. Alors vous dites que vous considérez que Luc Châtel, qui n'est pas du Sérail, est peut-être celui, justement, parce que c'est peut-être un entrepreneur, et peut-être celui qui a le plus, entre guillemets, bousculé le mammouth, comme disait Claude Allègre. Voilà, il est allé le plus loin dans la réforme courageuse. Fin du modèle, ça veut dire révolution. Moi, j'en vois 2. Une révolution pédagogique, on pourrait y revenir, mais on a déjà parlé de la formation et des savoirs fondamentaux et de la diversification des autres savoirs, mais aussi une révolution des ressources humaines. Et Luc Châtel, faut pas oublier, il a été DRH, et donc il a tout de suite vu que c'était aberrant. Alors j'entends parfois que nous sommes suradministrés. Je crois que de mémoire, il y a moins de 80 000 agents gestionnaires des carrières et des fonctions support à l'éducation nationale pour 1 200 000. C'est pas énorme. Il nous manque précisément des corps intermédiaires. Il nous manque de la RH. Et lui avait essayé, notamment avec un projet que je portais à son cabinet, c'est le projet Éclair, de donner de l'autonomie aux écoles, aux collèges et aux lycées. C'est-à-dire que les équipes étaient recrutées par les chefs d'établissement et elles avaient des marges d'autonomie très importantes. Là aussi, alors c'est le défaut français, comme on n'arrive pas à avoir un consensus sur l'école entre les partis politiques, une majorité chassant l'autre revient sur ce qui avait été construit sans évaluation. Parce que là aussi, moi ce que j'ai fait à Paris, j'ai retenu les leçons, j'ai mis tout de suite des universitaires de l'IPP pour évaluer les choses. Parce que quand aujourd'hui un politique, un haut fonctionnaire dit quelque chose à votre antenne, il n'est pas cru. Il faut qu'il y ait une preuve scientifique, et donc je pense que c'est un progrès qu'on doit noter. On va parler de cette expérience magistrale que vous avez eue au rectorat de Paris. Nous avons une auditrice, Sarah, qui nous appelle de Bellegarde. Bonjour Sarah. Bonjour tout le monde, bonjour l'équipe, bonjour monsieur le recteur. Bonjour madame. Vous avez été à l'école, vous avez été enseignante, Sarah ? Écoutez, j'ai 60 ans, je suis encore en fonction, j'ai été professeur d'université, j'ai été en lycée, et mon choix c'est d'être en collège. Et j'adore le collège parce que je pense que c'est là où tout se joue. Et je suis absolument ébahie de ce que j'entends. D'une part, les bonnes intentions réelles de monsieur Querero, mais que le terrain n'a rien à voir. Et j'ai 60 ans, je sais de quoi je parle, avec 30 ans dans tous les niveaux. C'est absolument pas du tout ce qu'il dit. Mais pas du tout. C'est-à-dire que déjà, le savoir est complètement... Là, on a eu pas mal de... Il a beaucoup parlé des parents, de plein de choses, mais il y a une chose dont on ne parle plus du tout, c'est de ce que c'est un enfant à l'école. Donc PISA, c'est une chose. Moi, j'ai des élèves en 5e, ils ne savent pas conjuguer un verbe à l'imparfait, et les 4e sont incapables d'écrire 10 lignes ponctuées correctement au présent de l'indicatif. Donc il y a un moment, si vous voulez, des grands discours, c'est bien gentil, mais le résultat des courses, c'est une école totalement catastrophique. Alors l'intelligence des acteurs de terrain, ça ne marche pas, parce que quand vous avez des chefs d'établissement qui sont pas formés ou qui n'ont jamais été enseignants, c'est catastrophique. Les enseignants ne sont pas du tout écoutés. Les réformes, les unes après les autres, ont démoli les savoirs au lieu de les promouvoir, ce qui fait que le savoir n'existe plus. On perd notre temps en mesures cosmétiques sur les portables, mais il n'y a plus rien qui est fait sur l'enseignement. Les programmes sont refaits tous les 2 jours.
Là, on vient d'avoir une formation absolument aberrante. On a changé 3 virgules dans les programmes et on nous prend une demi-heure, 3 heures pour remplacer le terme de séquence par le terme de projet d'apprentissage. Alors, on ne le fait de mal qu'aux mouches. Et c'est comme ça depuis 30 ans. Et nous, on est témoins, malheureusement, à notre petit niveau, de cet effondrement. On est complètement lâché. Le pas de vague, c'est pas vrai. Moi, j'ai eu des tas de problèmes et à tout le moment, on m'a lâché avec un bel ensemble du rectorat, de mon chef d'établissement jusqu'au recteur lui-même, à qui j'ai fait appel à de nombreuses fois. J'ai jamais eu la moindre réponse. C'est-à-dire, il faut bien voir comment on vit. Moi, j'ai été brutalisée, j'ai été frappée, j'ai été sortie de ma voiture avec un couteau sous la gorge. Ça n'émeut absolument personne. Et je suis un bon enseignant prisé par mes élèves. Alors imaginez s'il fait le contraire. Il faut bien voir dans quelle situation actuelle on est. Alors maintenant, il est urgent de remettre des heures de cours, de mettre des programmes lisibles, parce que quand vous parlez des programmes, monsieur le recteur, on a des programmes de 147 pages. Oui, c'est bien. Vous voyez, non mais je veux dire, quand je vous entends parler, j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même chose. Sarah, j'ai lu le livre de Christophe Querero. Je ne crois pas que vous soyez ici en divergence que ça avec lui. Il ne dit pas que ce que vous dites. D'abord, c'est pas lui qui l'a instauré. Christophe Querero, vous répondez ça. Je prends bien sûr ma part de responsabilité. J'ai quand même été d'une certaine façon aux affaires. Non, je le dis. Je vous entends, madame. Je connais quand même assez bien les professeurs et je sais les difficultés qui sont les vôtres. D'ailleurs, dans le livre, je parle du sentiment de se vivre comme les fantassins de 1916. Je pense que les professeurs sont seuls face à tous les maux de la société. On leur demande de tout régler et ce n'est pas possible. Vous parlez de beaucoup de choses. Alors moi, en toute petite divergence, je pense que la mère des batailles, c'est avant le collège. Parce qu'au collège, il est déjà très tard pour avancer. Ensuite, les programmes, mais bien sûr, les programmes, en fait, ils sont écrits. Peut être récupérés au collège. Oui, non, mais évidemment, voilà. heureusement que rien n'est perdu pour un enfant et pour un adolescent. Mais c'est beaucoup plus difficile. Enfin, les économistes disent que le plus facile, c'est d'investir dans les 1000 et 2000 premiers jours. C'est ça qui est le plus rentable pour une société et qui permet d'avoir les meilleurs résultats. Ensuite, il faut mettre plus d'argent pour avoir les mêmes résultats. Donc ça, c'est les choix français. C'est très difficile de changer les choses. Vous l'imaginez, madame. Mais les programmes au lycée, au collège, moi je considère qu'ils sont d'abord écrits pour faire plaisir aux académiciens. Moi, c'est ça que je crois. On n'oublie pas le moindre personnage, moindre chose, et donc on en arrive à des programmes très lourds, et finalement, les professeurs, notamment en histoire, nous disent on n'y arrive pas, ou alors on fait à toute vitesse, on en perd les 3/4, et ensuite, le résultat, c'est que la direction générale de l'enseignement scolaire réunit l'inspection générale et coupe des morceaux du programme parce qu'ils n'y arrivent pas. Bon, tout ça, il faut le revoir, il faut être raisonnable, c'est-à-dire que on ne peut pas tout voir, il y a l'essentiel, et ensuite on n'est pas obligé d'avoir, parce que véritablement, moi je regardais sur ma belle-fille les cours de GGSP, l'histoire, géographie, sciences politiques, c'est quand même à peu près du niveau de l'agrégation ce qui est demandé à des élèves terminaux. Évidemment, c'est pas ce qu'ils vous donnent, et donc il y a un décalage énorme. On va vous demander des choses tout à fait déraisonnables en collège sur des exercices et des programmes à des élèves qui effectivement ne savent pas lire couramment ou écrire couramment. Donc il y a un moment, il faut se poser et il faut dire qu'est-ce qui est important. Moi, je redonnerais l'autonomie au terrain précisément là-dessus. J'affranchirais d'un certain nombre de programmes. Est-ce qu'il y a un moment, c'est progressif ou ça a été une rupture? Bien entendu. Enfin, vous connaissez l'histoire. L'histoire, Rome ne chute pas en un jour. C'est un long processus, très très long, de plusieurs décennies, une quarantaine d'années, sans aucun doute, avec des responsabilités très partagées. C'est comme la dette. Enfin, il faut pas. Et on aime bien les boucs émissaires en France, mais ça, c'est trop facile. Je veux dire, on est co-responsable, on est responsable, on vote, on fait des choix, on a des missions. Alors, je pense qu'à un moment, il faut se poser et il faut que les acteurs de terrain soient vraiment écoutés. Mais aussi, il faut qu'ils acceptent d'être évalués, parce qu'on peut se tromper avec la meilleure volonté du monde. Mais pour cela, il faudrait sortir de la défiance généralisée. Tout le monde il y a des organismes pour ça dans l'éducation nationale qui sont là pour mesurer, pour quantifier. Je suis dans ce modeste petit conseil d'évaluation de l'école qu'on a créé avec Jean-Michel Blanquer dans la loi de 2019, mais qui n'a pas les moyens de sa politique, si vous voulez. Et puis, tout le monde a peur. La peur est partout.
Donc un professeur, il a peur d'être jugé, évalué. Tout le monde a peur, tout le monde juge, tout le monde évalue. Mais non, bien sûr. Mais il y a un moment, il faut quand même se libérer des peurs. C'était, je crois, un des programmes à l'issue de la guerre. Il faut se libérer des peurs, il faut retrouver de la confiance. C'est compliqué, parce que tout le monde se défie. Je sais très bien que ce que je dis là, ça va pas, on va pas me croire. Mais il me semble que c'est vers cela qu'il faut aller, c'est-à-dire demander aux acteurs de dire qu'est-ce qu'on peut faire, quelle est la réalité, et jusqu'où vous pouvez aller avec ces élèves-là, en se disant que l'enjeu principal, c'est d'apprendre à des esprits à se construire et à penser en autonomie. Je crois que c'est cela dont on a besoin. Et pour cela, il faut maîtriser la langue française, à l'écrit et à l'oral, les deux valences, et ensuite on reconstruit les choses. Mais on n'essaye pas, vous voyez, un professeur, il est dans une injonction paradoxale terrible. Il a des programmes d'une très grande ambition, je vous invite à les lire, chers auditeurs, et il est avec des enfants parfois qui ne savent à peine lire. C'est pas possible. Il faut reprendre à la base, et ensuite il faut que les acteurs locaux, excusez-moi, je suis un peu long, mais ça sujet passionnant, acceptent d'être évalués, mais pas contrôlés, évalués. On poursuit cet échange. Alors il y a Xavier qui nous appelle de Bordeaux, on le prend juste après une pause et on lui prend sa question. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Christophe Querero, auteur de L'école n'a pas dit son dernier mot chez Robert Laffont. Et là, nous recevons Xavier qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Xavier. Bonjour Perico, bonjour Sud Radio. On vous écoute Xavier. Écoutez, très intéressant cette interview. Moi, je commencerai, avant de poser une question, par dire que le poisson pourrit d'abord toujours par la tête. Et c'est vrai que là, c'est une réflexion qui intervient souvent dans nos échanges sur cette radio, mon cher Xavier. C'est exact. Et au sujet justement des élèves, avant de critiquer les élèves et le niveau exécrable de nos chers élèves, parce que je suis aussi enseignant en BTS. Voilà. Je voudrais quand même rappeler que, avant de dire qu'ils ne savent ni lire ni compter, il faudrait quand même regarder l'état du pays et qui dirige le pays depuis 50 ans et qui nous a mis en faillite. Ce sont des gens qui se prétendent être l'élite républicaine, qui ne savent pas compter et qui aujourd'hui nous proposent un budget de l'État où on va consacrer plus d'argent à payer des intérêts de la dette qu'à financer l'école de la République. Ça, je pense que fallait le dire en introduction pour montrer à quel point il y a un paradoxe entre ces gens qui se disent... C'est le thème du livre, c'est quasiment le thème du livre, mon cher Xavier. Voilà. Et alors moi, je suis assez optimiste, même si la situation est dramatique. Moi, je suis confronté au quotidien. Au niveau des élèves. Et je récupère des élèves qui viennent d'avoir le bac, qui pour une grande majorité ne savent pas écrire. Vous êtes sur Bordeaux ou non? Vous êtes en ville? Oui, je travaille dans plusieurs écoles et j'ai une diversité d'élèves en face de moi. Je peux vous dire que c'est grave. Moi, je m'inquiète et je suis pas d'accord avec Christophe Querero sur le fait de supprimer le bac, parce que je pense que au contraire, le bac c'est un grand moment d'émancipation personnelle quand on arrive à passer une étape dans sa vie parce qu'on a travaillé, parce qu'on a fourni des efforts, parce qu'on a été exigeant avec soi-même. Eh bien, on gagne quelque chose et c'est un moyen de s'émanciper individuellement. Et je pense que le bac aujourd'hui, et c'est là j'en viens à ma question, est-ce qu'il n'a pas honte un petit peu, monsieur Christophe Querero, même si je vais le rejoindre sur le côté positif de la chose, mais est-ce qu'il n'a pas un peu honte d'avoir œuvré à cette situation-là où on voit aujourd'hui qu'on donne le bac à des gens qui ne savent même pas lire? Et je voudrais juste terminer en disant encore quelque chose de positif. Moi, je pense que oui, l'école va se relever, parce que vous voyez, aujourd'hui, on a des outils qui sont à notre disposition maintenant en tant que prof, et c'est génial parce qu'on peut aider nos élèves, on peut rendre l'enseignement beaucoup plus ludique grâce à l'intelligence artificielle. Moi aujourd'hui j'ai des cours en PDF qui sont imbitables pour la plupart des élèves et qui, si je les transforme en vidéo et en audio, ils deviennent beaucoup plus accessibles et les élèves ils prennent goût. Et je pense que oui, on va y arriver, mais ça va être difficile et il faudrait que l'élite tout en haut, elle se remette un peu en question. Xavier Christophe Querero va vous répondre. Enfin, vous êtes quand même dur avec lui. Il a le courage. Il ne se dédouane pas. Il a été dans les hautes instances. Il a le courage de dire dans un livre tout ce que vous signalez, tous les dysfonctionnements, et il prend sa part de responsabilité. Donc voilà, on peut le remercier d'avoir eu le courage de dire ça. Christophe Querero, répondez à Xavier. Non, bien sûr. Non, mais je prends ma part de responsabilité. Je pense qu'on n'échappera pas les uns et les autres à une forme de mea culpa. Voilà, en revenant, on fait tous des erreurs. Ensuite, je crois
que j'ai participé à des actions qui permettaient d'inverser la pyramide de l'investissement dans le premier degré, parce que je pense que c'est là qu'il faut d'abord agir. Hein. Et si on veut qu'un jour les élèves en BTS et à l'université aient vraiment le niveau requis dans les humanités, il faut réinvestir massivement dans le premier degré. On a commencé, c'est long, et je pense que de ce point de vue-là, ça va dans le bon sens. Alors sur la question du baccalauréat, bon, je sais que c'est un grand totem français. Hein, je battrai pas là-dessus. Moi, je crois simplement. Mais tout reprendre à zéro. Mais en même temps, si vous voulez, il fait partie aussi de l'équation de cette école du tri et de cette hiérarchie qui n'en finit pas de faire que on gâche énormément de talent. Alors c'est évidemment très différent d'un endroit à l'autre, d'une famille à l'autre, mais la pression qu'il y a avec les notes dans notre pays n'est pas raisonnable. Moi, j'ai constaté, alors à Paris, c'est encore une fois exacerbé comme tout, mais que il y a quand même une pression qui va sur les épaules de tous nos élèves, qui n'est pas normale, qui fait que la santé mentale des gosses ne va pas bien, et les tentatives de suicide sont très nombreuses. Ça doit rester quand même quelque chose. Il nous reste 3 minutes, Christophe Ferraud. Je voudrais absolument que vous nous racontiez votre expérience au rectorat de Paris. Mais quand même, juste là-dessus, je pense que mon idée, c'était qu'on certifie. Après tout, en langue vivante. Il y a le TOEIC, il y a le TOEFL. Personne ne dit que c'est pas bien, ça. Et on se certifie, on s'auto-certifie. Il y a PIX pour le numérique. Les enfants se certifient. Donc les outils sont là. Je pense que les outils sont là, et je pense malgré tout que la pression de la notation et de l'évaluation et du contrôle tel qu'elle est en France est à revoir, est à réinterroger. Je n'ai pas les réponses sur tout, mais je pense qu'il faut desserrer là aussi cet étau qui vient d'une école des jésuites qui quand même est très marquée et est aussi responsable de ce tri, de cet échec, de cette orientation subie pour trop d'élèves. C'est eux qui m'ont élevé, j'espère que j'en suis mieux sorti que ça. En 2 minutes et demie, votre expérience au rectorat de Paris, le projet que vous portez courageux, qui est sur le point d'aboutir, et puis l'échec et votre départ. Oui, on avait lancé, hein, comme je dis, quand on arrive sur une académie, on regarde les indicateurs, ce qui va, ce qui ne va pas. Nous, c'était la ségrégation sociale et scolaire. Donc on a tout œuvré, a fait le net, la fermeture d'un certain nombre de lycées ghettos, la réaffectation des moyens, on a travaillé là-dessus. Et le dernier élément, c'était de transformer quelques classes préparatoires. Bon, marginalement, 3 classes préparatoires, on fermait 3 classes préparatoires qui ne fonctionnaient pas bien pour diverses raisons, et on ouvrait à la place, on se servait de ce modèle des classes préparatoires, qui est un bon modèle, encore une fois, pour mettre un nouveau public, notamment des lycéens professionnels ou des lycéens un peu plus fragiles, et on se servait du modèle des classes préparatoires pour les remettre à niveau et en faire des ingénieurs de production et des professeurs des écoles. Oui, ça aboutit parce que ça peut aboutir. Pourquoi partez-vous? Pourquoi vous claquez la porte? Je pars parce que la ministre revient sur ce qui avait été arbitré par Gabriel Attal, sans explication, sans doute pour faire plaisir à je ne sais qui, alors que ça avait été une vraie bataille. Elle revient dessus et bon, moi il ne me reste plus grand-chose aujourd'hui, mais mes parents m'ont transmis l'honneur. L'honneur pour moi, c'est sacré. Et vous concluez par « Nous sommes les ministères » dans la lettre émouvante. Rien que pour ça, il faut acheter votre livre. Nous sommes les ministères de la raison. C'est ce chemin que nous avons suivi à Paris et qu'il faut poursuivre car la tâche est immense. Christophe Querero, est-ce que l'école condamne les élèves français à devenir des crétins? Est-ce que ça reste une fabrique du crétin inévitable ou est-ce qu'on va pouvoir éviter cet écueil? Si nous travaillons ensemble au service de nos élèves, je crois que nous avons vocation à avoir des vrais citoyens du XXIe siècle qui, comme souvent la France l'a été, éclaireront le monde. Luc Ferry vous entende et nous savons, donc vraiment je recommande la lecture de cet ouvrage d'abord aux enseignants, aux hommes politiques. Je dis que tous les députés, les sénateurs devraient l'avoir sur leur table de travail parce que je pense que la solution à tous nos maux, elle viendra évidemment du sauvetage de cette école qui reste, je l'ai dit au départ, le principal outil des gloires de la France et du sursaut de notre République. Dans quelques instants, Madame Lahaye qui va nous raconter des subtilités sentimentales.